Personne à Rosewood Hills ne s'attendait à ce que le berger allemand s'arrête en plein pas, et encore moins à ce qu'il se fige et grogne contre les meubles. C'était un mardi ensoleillé, et l'air sentait le pain grillé à la cannelle et le cirage frais à un parfum habituel dans cette petite maison de retraite tranquille, nichée dans les collines du nord de l'État de New York. Mais alors que les résidents se réunissaient dans la salle de loisirs pour leur heure de musique hebdomadaire, qu'à neuf Luna n'a pas fait ce pourquoi elle avait été formée. Elle ne remuait pas la queue. Elle ne s'asseyait pas poliment. Elle ne saluait pas les résidents comme d'habitude. Au lieu de cela, elle fixait le canapé en velours vert près du coin de la pièce aux muscles contractés, yeux rivés, oreilles dressées vers l'avant. Et puis elle grogna. Un grognement bas et régulier qui fit taire le grattement de la guitare, les rires des vieilles femmes et même le murmure régulier de la télévision dans le couloir. Puis, comme possédée par l'instinct lui-même, elle se précipita vers le canapé et commença à griffer le côté, comme si elle essayait d'atteindre quelque chose, ou quelqu'un, à l'intérieur. Les gens ont halté. Une infirmière a crié son nom, mais l'agent Rachel Dawson, la responsable de Luna, ne l'a pas arrêtée. Pas encore. Car Rachel l'avait appris depuis longtemps, Luna n'aboie pas sans raison. Ce jour-là, Luna ne cherchait pas à attirer l'attention. Elle essayait de leur dire quelque chose. Rachel emmenait Luna à Rosewood Hills tous les mardis matins depuis 6 mois. Techniquement, Luna était une chienne de détection à la retraite. Ses jours de patrouille étaient terminés, mais son flair, toujours aussi affûté, continuait de faire des heures supplémentaires. C'est pourquoi Rachel a commencé à l'emmener dans des maisons de retraite et des écoles, pour lui offrir une seconde vie. Thérapie, travail, visite de réconfort. Une bonne publicité pour le service. Facile. Jusqu'à présent, toutes les visites s'étaient bien déroulées. Mais pas celle-ci. Désolé tout le monde, dit Rachel en attachant rapidement la laisse de Luna et en la tirant en arrière. Elle a dû sentir quelque chose d'étrange dans le tissu. Peut-être de la nourriture renversée. L'infirmière responsable, Pam, eut un rire nerveux. Oh, ce canapé. Il est là depuis plus longtemps que moi. Dieu sait ce qu'il y a dedans. Les habitants ricanèrent. La tension s'apaisa. La guitare résonna à nouveau. Luna s'assit, mais gardait les yeux fixés sur le canapé comme s'il était vivant. Rachel connaissait ce regard. 1 heure plus tard, la plupart des résidents étaient partis déjeuner. Seuls quelques-uns étaient restés. Parmi eux, Monsieur Alpern. Il était assis sur une chaise en bois près de la fenêtre, le dos droit, le regard embrumé mais conscient. Pour se plaindre, disait le personnel, il avait l'esprit vif, mais parlait rarement. Sauf maintenant. Il regarda Rachel, puis Luna, puis de nouveau leva les yeux. Elle sait, dit-il doucement. Celle-là voit ce qu'il ne me laisse pas dire. Rachel s'accroupit à côté de lui. Que veux-tu dire? Il ne répondit pas directement. Il dit plutôt, il y a des choses ici. Des choses dont personne ne veut parler. Plus depuis Elisa. Plus depuis la chute. Elisa? Il hocha lentement la tête. Ils ont appelé ça un AVC. Mais je sais ce que c'était. Et cette chienne, elle sent la vérité, non? Rachel sentit un frisson lui parcourir les épaules. De retour à la gare plus tard dans la soirée, Rachel ne pouvait s'empêcher de penser à ce canapé, à la réaction de Luna, à l'avertissement de Monsieur Alpern. Ce n'était probablement rien, se dit-elle. L'imagination d'un vieil homme. Le nez d'un vieux chien qui ramasse de la moisissure, des rats ou autre. Rien à voir avec une femme morte nommée Elisa. Et pourtant, Luna n'avait jamais réagi comme ça auparavant. Pas une seule fois. Rachel prit une décision. Elle revint ce soir-là après les heures de visite. La réception était vide. Les lumières du couloir bourdonnaient au-dessus de sa tête. Luna marchait tranquillement à ses côtés, les yeux alertes, la queue raide. Dans la salle de détente, le canapé en velours vert trônait à sa place habituelle, sous la fenêtre. Il paraissait innocent. Ordinaire. Sauf que Luna s'approcha aussitôt,
tapotant la coudoir comme si elle essayait de percer le tissu. Rachel prit une inspiration et regarda autour d'elle. Personne ne regardait. Elle décrocha le cutter de sa ceinture et s'agenouilla près du canapé. Avec Luna à ses côtés, Rachel coupa soigneusement le panneau latéral. De la mousse s'est répandue. De la poussière. Et autre chose, enveloppé dans du plastique, caché au fond du dossier, un petit téléphone éraflé. Un brûleur. Le pouls de Rachel s'accéléra. Elle vérifia la batterie. 1%, juste assez pour l'allumer. 3 fichiers audio. Datés d'il y a 3 mois. Elle a branché son chargeur et a appuyé sur play. Une voix d'homme s'éleva dans le haut-parleur rauque, nerveuse, légèrement tremblante. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je le jure. Je voulais juste qu'elle se taise. Elle n'arrêtait pas de dire qu'elle en parlerait à quelqu'un, et j'ai paniqué. Simons disait que les médicaments la calmeraient, mais c'était trop. C'était trop. L'estomac de Rachel se retourna. Elisa. La confession continuait, la voix brisée. J'ai caché le téléphone dans le canapé, au cas où. S'il arrive quelque chose, je suis désolé. Je ne voulais pas, mais on ne dit pas non à Simons. Rachel arrêta l'enregistrement, la main tremblante. Simons. Comme le directeur Simons. L'homme qui dirigeait la maison de retraite. Luna gémissait doucement à côté d'elle. Rachel baissa les yeux vers le chien et murmura, « C'est une bonne fille. » Si vous trouvez cette histoire aussi captivante que je le pense, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube.Hero pour les animaux, où des histoires comme celle de Luna nous rappellent à quel point nos amis à 4 pattes sont vraiment puissants. Rachel savait qu'elle ne pouvait pas rester les bras croisés. Elle avait besoin de renfort. Mais si ce qu'elle avait entendu était vrai, et si le directeur Simons était réellement impliqué dans quelque chose, cela ne pouvait pas être adressé à n'importe qui. Elle a appelé une amie de la police d'État. Elle lui a fait un bref résumé de la situation et lui a demandé si elle pouvait la rencontrer discrètement le lendemain matin. Puis, avec le téléphone toujours en charge sur son siège passager et Luna tranquillement recroquevillée à l'arrière, elle rentra chez elle. Le sommeil n'a pas été facile cette nuit-là. Tout ce qu'elle entendait, c'était la voix sur l'enregistrement. Tout ce qu'elle voyait, c'était Luna qui fixait le canapé comme s'il essayait de parler. Et tout ce qu'elle ressentait, c'était un nœud qui se serrait dans sa poitrine. Car ce n'était pas un simple incident. C'était l'avertissement d'une femme mourante. Et Luna avait fait en sorte qu'il ne reste pas enterré. Le lendemain matin, Rachel Dawson gara sa voiture de patrouille à 2 pâtés de maison du poste de police du comté. Elle ne voulait pas risquer d'être vue avec son téléphone. Pas encore. Ce n'était pas une situation de hiérarchie normale. Ce qu'elle avait découvert à Rosewood Hills lui semblait plus grand. Plus fragile. Et après avoir entendu cette voix murmurer, « Tu ne dis pas non à Simons », elle savait qu'elle devait faire preuve de prudence. Dans le restaurant du coin, en face de la gare, Rachel se glissa dans une cabine avec l'inspecteur James Cartwright. Il était de la police d'État. 10 ans plus âgé qu'elle. Quelqu'un en qui elle avait confiance. Il remuait son café avec le même rythme calme qu'à son habitude, mais elle le voyait dans ses yeux. Il savait qu'elle n'était pas là pour bavarder. « Tu es sûr de vouloir me montrer ça en public ?» demanda-t-il. Rachel lui tendit le téléphone jetable, déjà en attente du premier fichier audio. « Écoute, c'est tout. » Il appuya sur lecture. Pendant les 90 secondes qui suivirent, les mots restèrent suspendus entre eux, la confession effrayée, la mention de sédatifs, le nom Simons. Une fois terminé, Cartwright s'est penché en arrière dans la cabine, son visage indéchiffrable. « C'est une sacrée chose, a-t-il dit. »« Oui, » répondit Rachel. « Et ce n'est que le premier fichier. Il y en a 2 autres. Quelqu'un d'autre l'a entendu ? » « Non. Pas encore. Mais je ne pouvais pas le garder pour moi. » Cartwright hocha lentement la tête. « Très bon instinct, Dawson. Il faudra vérifier la voix,
obtenir un mandat, et peut-être parler au coroner qui a signé le certificat de décès. Rachel se pencha. J'ai une question bizarre à te poser. Poursuivre. Si je n'avais pas eu Luna avec moi hier, ce téléphone serait encore enfoui dans ce canapé. Peut-être pour toujours. Cartwright sourit faiblement. Les chiens sont drôles comme ça. Surtout les gentils. De retour à Rosewood Hills, la situation semblait inchangée en apparence. Les résidents se rendaient lentement à leurs activités matinales. Les infirmières distribuaient des plateaux de pilules et des sourires. Pas d'alarme. Pas de chaos. Mais Rachel remarquait les petites choses. Monsieur Alpern n'était pas assis sur sa chaise habituelle. Lorsqu'elle a posé la question à l'infirmière Pam, elle a fait une pause avant de répondre. Il est dans sa chambre ce matin. Il ne se sent pas bien. Rachel hocha la tête, mais quelque chose dans son ton laissait à désirer. Luna tira doucement sur la laisse, guidant Rachel vers le couloir nord où se trouvaient les salles de soins de longue durée. Chambre 14. La porte de Alpern était entr'ouverte. Rachel frappa, puis entra. Monsieur Alpern était assis sur son lit, regardant par la fenêtre. Il ne se retourna pas lorsqu'elle entra. Monsieur Alpern, dit-elle doucement. C'est l'agent Dawson. Luna est là aussi. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il regarda. Son expression était crispée, pâle, ce qui la troubla. Tu n'aurais pas dû revenir, dit-il. Ils le savent maintenant. Ils le savent toujours. Qui sait, demanda Rachel d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Je les ai entendus hier soir, répondit-il. Des murmures dans le couloir. Il parlait encore d'Elisa, du canapé qu'on avait coupé. De toi. Rachel s'accroupit à côté de lui. Tu es en sécurité. Je te le promets. Sa main tremblait tandis qu'il tendait la main vers Luna, qui lui appuya doucement la tête sur ses genoux. Tu ne comprends pas, murmura-t-il. Elle essayait de les démasquer. Elle écrivait des lettres, me disant qu'elle avait des preuves. Puis, un soir, elle a disparu. On a dit qu'elle avait eu un AVC, mais j'ai entendu le bruit sourd. Je l'ai entendu tomber. Et Simons a dit à tout le monde d'oublier. Oublier? Rachel déglutit difficilement. Quelqu'un d'autre était au courant pour les lettres? Peut-être Karl. Il l'aidait à ranger ses livres à la bibliothèque. Il l'aimait bien. Rachel se leva. Merci. Je vais m'en occuper. Elle a trouvé le concierge Karl dehors, en train d'arroser le patio arrière près du jardin. Karl, cria Rachel. Tu as une seconde? Il se retourna, clignant des yeux face au soleil. Bien sûr, officier. Tout va bien? J'avais juste une question à propos d'Elisa. Son corps se raidit juste assez pour qu'elle le remarque. Et elle? J'ai entendu dire que tu l'aidais à la bibliothèque. A-t-elle déjà mentionné quelque chose d'inhabituel avant de mourir? Karl jeta un coup d'œil autour de lui, puis baissa la voix. Elisa était cinglante, trop cinglante. Elle ne faisait pas confiance à Simons. Elle m'a dit un jour qu'elle pensait que quelqu'un trafiquait les médicaments des patients. Elle m'a dit que si jamais elle était retrouvée morte, je devrais vérifier son carnet bleu. Rachel fronça les sourcils. Où est-il maintenant? Aucune idée. Après sa mort, toutes ses affaires ont disparu du jour au lendemain. Cet après-midi-là, Cartwright a appelé pour donner des nouvelles. Nous avons eu confirmation du bureau du médecin légiste. Le certificat de décès d'Elisa mentionnait une cause naturelle, sans autopsie. Mais le hic, c'est que le sédatif qui lui avait été prescrit n'a jamais été consigné dans les registres de la pharmacie. Rachel arpentait la cuisine. Alors, ce n'était pas prescrit? Non. Quelqu'un le lui a donné en privé. On travaille sur un mandat d'arrêt contre le bureau de Simons. En attendant, faites profil bas. Et on n'est pas encore prêt à rendre l'affaire publique. J'ai compris. Cette nuit-là,
Rachel se tourna et se retourna dans son lit. Luna était allongée au pied, alerte comme toujours. Vers 2 heures du matin, Luna se redressa brusquement, les oreilles tremblantes. Une seconde plus tard, le téléphone de Rachel vibra, numéro inconnu. Elle répondit. Une voix d'homme, tremblante, calme. « S'il te plaît, ne dis à personne que j'ai appelé. J'ai trouvé ton numéro dans les affaires d'Elisa. Je travaillais de nuit à Rosewood. J'ai vu quelque chose la nuit de sa mort. » Rachel se redressa, le cœur battant. « Qui est-ce ? Je ne suis personne. Je suis parti après cette nuit-là. Je n'arrivais plus à dormir. Elle n'était pas malade. Elle n'est pas tombée. On lui a donné quelque chose. J'ai vu Simons et Karl la traîner jusqu'à sa chambre après son malaise. Ils ont fermé la porte à clé et m'ont dit d'oublier. Avez-vous des preuves ? Non, juste des cauchemars. Mais elle m'a donné une clé USB un jour, en me disant de la cacher. Je l'ai toujours. Peux-tu me rencontrer ? Un silence. Demain soir, à la vieille bibliothèque du centre-ville, après la fermeture. Je la laisserai sous le banc du premier étage. Puis la ligne fut coupée. Le lendemain soir, Rachel se tenait devant la bibliothèque abandonnée, la main sur son étui, Luna à ses côtés. Elle trouva la clé USB cachée sous le banc, exactement là où l'homme l'avait dit. De retour dans sa voiture, elle le brancha sur son ordinateur portable. Un dossier intitulé « Rosewood Truth » s'ouvrit. Des dizaines de fichiers, photos, PDF, notes numérisées, noms, dates, tableaux de dosage, avertissements manuscrits signés Elisa H. C'était tout. Tout. Rachel regarda Luna sur le siège passager, les oreilles dressées, les yeux scrutant la rue sombre au-delà du pare-brise. « Tu as bien fait, ma fille, murmura-t-elle. Vraiment bien. » Mais elle savait aussi que ce n'était pas fini. Quelqu'un avait tué Elisa pour la faire taire. Et maintenant que la vérité éclatait, quelqu'un d'autre pourrait bien être le suivant. Rachel Dawson était assise seule dans sa voiture de patrouille devant l'ancienne bibliothèque, les mains agrippées au volant tandis que la clé USB brillait faiblement sur son ordinateur portable. Les fichiers étaient accablants. Des dizaines de notes numérisées en cursive soignée, des registres de dosage introuvables dans les archives officielles, et les noms d'au moins 4 résidents marqués, ne pas réanimés, dans des circonstances douteuses. Et chacun de ces noms était accompagné d'un dossier correspondant étiqueté, médicament final, lorazepam non autorisé. Rachel se sentait mal. Elisa avait tout documenté discrètement, méthodiquement, jusqu'à sa mort. Mon Dieu, Elisa, murmura Rachel. Tu n'as pas seulement essayé de les dénoncer. Tu as monté toute cette foutue affaire. Sur le siège passager, Luna se déplaça, les oreilles tournées vers le terrain sombre derrière eux. Elle laissa échapper un gémissement sourd. Pas un avertissement, juste un signe d'inquiétude. Ouais, je le sens aussi, murmura Rachel en tirant sur le disque et en le glissant dans son gilet. Allons-y. Il est temps de rendre ça officiel. Le lendemain matin, Rachel remit la clé USB à l'inspecteur Cartwright. Ils examinèrent chaque dossier ensemble dans les bureaux de la police d'État. Sa réaction changea lentement, incrédulité, puis dégoût, puis une réaction plus froide. C'est plus important que Simons, murmura-t-il. Ses signatures remontent à loin. 10 ans, peut-être plus. Rachel hocha la tête. Et maintenant ? On boucle tout. Je vais obtenir un mandat contre Rosewood, Simons, Karl, le vendeur de la pharmacie. Une fouille complète, mais il me faudra un jour ou deux. Il faut que ça passe par Albany. Rachel fronça les sourcils. Aussi longtemps ? On fait les choses bâclément et ils prendront un avocat avant qu'on puisse cligner des yeux. Patience. Mais Rachel avait un mauvais pressentiment dans la poitrine, une pression qui ne s'était pas relâchée depuis le canapé. Et une phrase de Monsieur Alpern résonnait dans sa tête. Ils savent toujours. Cet après-midi-là,
Rachel retourna à Rosewood Hills pour prendre des nouvelles de Halpern. Mais à son arrivée, sa chambre était vide. L'infirmière Pam l'a rencontré dans le couloir. « Oh, monsieur Halpern », a-t-elle dit en se mordant la lèvre. « Il a été transféré ce matin. Sa famille a demandé son transfert dans un autre établissement. » Rachel se figea. « Quelle famille ?» Pam jeta un coup d'œil nerveux au dossier qu'elle tenait. « Je ne suis pas sûr. C'était à la dernière minute. Laissez-moi voir le formulaire de transfert. » Pam hésita. « Je n'y suis pas autorisé. » Rachel s'approcha. « Je tiens à préciser une chose, si monsieur Halpern a été transféré sans le consentement de sa famille et qu'il lui arrive quoi que ce soit, tout l'établissement sera fermé si vite que vos chaussures ne toucheront plus le sol. » Pam déglutit difficilement. « Je vais chercher le dossier. » Rachel et Luna attendaient dans le couloir, la tension était palpable. Les minutes passèrent, puis d'autres encore. Pam ne revint pas. Rachel finit par pousser la porte du bureau et la trouva vide. Le tiroir du placard où étaient rangés les formulaires de transfert était ouvert, la moitié des dossiers manquants. Bon sang. Elle se précipita vers la sortie de l'aile. Mais l'infirmière Pam avait disparu. Disparu. Cette nuit-là, Rachel n'arrivait pas à dormir. Elle était assise dans son salon, la tête de Luna posée sur ses genoux, la télévision diffusant un son doux en fond sonore. Mais son esprit s'emballait. Il nettoyait des objets, déplaçait des gens, détruisait des disques. Quelqu'un avait prévenu Simmons. Peut-être Karl. Peut-être quelqu'un d'encore plus haut placé. Mais Halpern était parti et il était le dernier témoin vivant, outre Rachel elle-même. À moins qu'Elisa n'ait laissé quelque chose derrière elle, quelque chose d'encore plus direct. Rachel prit son téléphone jetable et réécouta le deuxième fichier audio. Cette fois, elle capta quelque chose qu'elle avait manqué auparavant. Elle m'a dit de le lui donner après le dîner. J'avais peur. Elle avait le carnet et je savais qu'elle allait le montrer à la presse. Simmons a dit qu'on ne pouvait pas laisser faire ça. Elle rembobina le message. Montrez-le à la presse. Elisa n'avait pas seulement prévu de le signaler. Elle le rendait public. Peut-être avait-elle envoyé quelque chose avant qu'il ne la contacte. Peut-être que quelqu'un extérieur à Rosewood était au courant. Rachel a consulté les archives et vérifié le registre des visites d'Elisa. Pendant des mois avant sa mort, elle avait reçu des visites hebdomadaires régulières d'une certaine Clara Whitmore. Aucun lien de parenté n'était mentionné, aucune mention de contact d'urgence n'était mentionnée, mais le nom était cohérent. Rachel l'a saisi dans la base de données du service. Clara Whitmore, 52 ans, infirmière à la retraite, dernière adresse connue, Syracuse, New York. C'était à seulement 70 km de là. Au matin, Rachel était déjà sur la route, Luna assise sur le siège passager. Elle trouva le petit bungalow de Clara niché à l'orée d'un parc boisé. Le drapeau américain sur le porche, les pots de fleurs alignés, les carillons éoliens tintant doucement. Clara a ouvert la porte en pantoufles, ses cheveux grisonnants attachés en arrière. « Puis-je vous aider ?» demanda-t-elle, prudente. « Madame, je suis l'agent Rachel Dawson. Je travaille avec K9 Luna. Je suis ici pour Elisa Hampton. » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Elisa ? Vraiment ? Elle est décédée, mais je crois qu'elle a essayé de nous contacter avant que cela n'arrive. Et je pense que vous étiez la dernière personne en qui elle avait confiance. » Clara s'écarta sans un mot et les laissa entrer. Le salon était tapissé de livres, de piles de papier, de textes médicaux, de revues, de coupures de journaux. Clara a fait un geste vers une boîte près de la fenêtre. Elle m'a envoyé ce colis 2 jours avant que la maison de retraite ne déclare qu'elle avait eu un AVC. Il était rempli de notes, de copies de dossiers médicaux et même de photos. J'ai essayé de le signaler, mais ils ont dit qu'il n'y avait pas eu de crime. Ils avaient tort, dit Rachel. Ils passèrent les 2 heures suivantes à éplucher chaque document. Certains correspondaient aux clés USB.
d'autres non. L'un d'eux se démarquait, une lettre numérisée qu'Elisa avait adressée au ministère de la Santé, nommant Simons et listant les divergences médicamenteuses. Elle avait été oblitérée, mais n'avait jamais été accusée de réception. Ils l'ont enterrée, dit Clara avec amertume. Elle essaya tout. Rachel a tout photographié. Elle n'a pas raté. Elle était juste en avance. On a le reste maintenant. Luna aboya une fois, fort et aigu, comme si elle était d'accord. Sur le chemin du retour vers la ville, le téléphone de Rachel sonna. Cartwright. On a le mandat, dit-il. Les États interviennent demain à 6 heures. Ne retourne pas à Rosewood ce soir. C'est plus sûr comme ça. Rachel saisit le volant. Trop tard pour ça. Que veux-tu dire? Je crois que Simons a déjà agi. Monsieur Alpern est parti. L'infirmière Pam a disparu. Je crois qu'ils effacent rapidement leurs traces. Cartwright jura dans sa barbe. Rentre chez toi. Verrouille le lecteur. Fais une sauvegarde. Non. Le héros bouge ce soir. Mais Rachel ne répondit pas. Elle tournait déjà le volant vers Rosewood Hills, car la vérité n'attendrait pas le matin, et elle non plus. Rachel arriva sur le parking arrière de Rosewood Hills peu après minuit. L'établissement se dressait devant elle, ses fenêtres plongées dans l'obscurité, à l'exception de quelques lumières tamisées du couloir qui filtraient à travers les rideaux. Elle éteignit ses phares et resta assise tranquillement dans la voiture. Le léger claquement de la respiration de Luna était le seul bruit. Elle aurait dû attendre le mandat. Cartwright avait raison. Cela ne durerait que quelques heures, mais quelque chose de plus profond que la logique l'attirait ici. Une intuition. Un fil conducteur qui n'avait pas encore été dénoué. Le transfert soudain de Monsieur Alpern. La disparition de Pam. Les fichiers effacés. Si Simons avait un tant soit peu de bon sens, il était probablement là-bas en ce moment même, détruisant les dernières preuves. Rachel enfila sa veste, vérifia sa lampe de poche et regarda Luna, assise sur le siège passager. « Tu es prête, ma fille ?» Luna laissa échapper un faible soupir, silencieux mais alerte, et descendit du croiseur. L'entrée arrière était bien sûr verrouillée, mais Rachel savait que le digicode n'avait pas été mis à jour depuis des années. Elle composa le vieux code incendie 11-1993 et la porte claqua. À l'intérieur, le couloir sentait le désinfectant et la lavande trop propre, trop calme. Elle se déplaçait prudemment, rasant le mur tandis que Luna restait à ses côtés. Le bâtiment était étrangement silencieux. Pas de passage, pas de bavardage télévisé lointain de l'équipe de nuit, et c'est ce qui la dérangeait. Rosewood n'était jamais silencieux. Elle passa devant la salle de détente, puis devant la cuisine, sombre et vide. Arrivée au bureau de l'administrateur, elle s'arrêta. La lumière filtrait à travers le verre dépoli sous la porte. Quelqu'un était à l'intérieur. Elle s'approcha. Un murmure de voix s'éleva. Deux hommes, l'un bas et lent, l'autre nerveux et tremblant. Rachel s'accroupit près de la porte, sortit son téléphone et appuya sur « Enregistrer ». Nous n'avons pas le temps, dit le nerveux. Et si quelqu'un avait déjà vu les fichiers? Alors nous nions tout, dit la voix la plus grave. Simons, ils n'ont pas de chaîne de possession. Rien d'admissible. C'est sa parole contre la nôtre. Mais ils ont ce chien. Il a trouvé le téléphone. Ce chien ne témoigne pas au tribunal. Rachel serra les mâchoires. Il y eut un bruissement, puis le bruit de quelque chose qu'on jetait dans une poubelle, des dossiers. Elle se leva, le cœur battant, et tourna la poignée. La porte s'ouvrit lentement en grinçant. Simons leva les yeux de son bureau, les yeux écarquillés. Karl, le concierge, était à côté de lui, tenant une poubelle en métal et une pile de dossiers. « Tu ne devrais pas être ici, » dit rapidement Simons. « Toi non plus, » répondit Rachel. « Éloigne-toi du bureau maintenant. »« Je t'avais dit que c'était fini, » dit-il en se levant lentement. « Quoi que vous pensiez avoir,
ce sont des preuves indirectes. Rien de tout cela ne tient devant un tribunal. J'ai des aveux enregistrés. Des sédatifs non autorisés, des témoins, un lanceur d'alerte avec des sauvegardes. Oh, et une clé USB remplie de documents internes qu'Elisa a envoyés avant votre assassinat. Simons plissa les yeux. Tu ne peux rien prouver. Peut-être pas encore, mais la police d'État sera là dans moins de 5 heures. Tu veux leur expliquer pourquoi tu brûles des documents à 00h30? Karl s'agita, mal à l'aise. Luna entra dans la pièce, les yeux rivés sur Simons. C'est là que Karl a craqué. Je ne voulais pas la blesser, a-t-il crié. Je lui ai juste fait ce que tu m'avais dit. Tu m'avais dit que ça la calmerait. Simons se tourna vers lui. Tais-toi. Rachel éleva la voix. Karl, je te suggère d'arrêter de le protéger et de commencer à te protéger toi-même. C'est l'occasion de coopérer. Ne sombre pas avec lui. Karl semblait sur le point de pleurer. Il laissa tomber la poubelle. Vérifiez au sous-sol, dit-il. Il y a autre chose. Il dit de cacher les dossiers dans les archives des anciens patients. Je ne savais pas ce qu'il y avait dedans, je le jure. Rachel sortit sa radio. Unité 53 demande renforts immédiats à Rosewood Hills. 2 suspects sur place, dont un coopérant. Lieu sécurisé. Simons ne bougea pas, mais le masque avait disparu. Son visage était froid, mécanique. Tu penses que c'est important, demanda-t-il, presque amusé. Tu me fais taire? Un autre de moi prendra la relève dans 6 mois. Même bâtiment, nouveau logo. Rachel le fixa du regard. Peut-être, mais pas avec le sang de 4 personnes sur les mains. Pas cette fois. À 4h15, la police d'État avait placé Simons et Karl en garde à vue. Les archives du sous-sol furent déverrouillées grâce aux clés de Karl. À l'intérieur, Rachel et Cartwright trouvèrent 3 boîtes d'ordonnances déchiquetées, des formulaires d'admission altérés et des dossiers médicaux dont les noms correspondaient à ceux d'Elisa. C'était le dernier clou dans le cercueil. Cartwright regarda Rachel tandis qu'il prenait l'air frais du matin. « Tu as été formidable, dit-il. Ta chienne? C'est vraiment quelque chose. » Rachel baissa les yeux vers Luna, qui était assise docilement à ses pieds, fatiguée mais alerte. « Elle sait toujours, dit Rachel doucement. Plus tard dans la journée, la nouvelle éclata dans tout l'État. Le titre disait « Le directeur d'une maison de retraite arrêté pour dissimulation de médicaments. L'unité canine découvre des preuves cachées. » Le nom d'Elisa Hampton fut mentionné. Tout comme celui de Monsieur Alpern, qui fut rapidement localisé dans un hôpital privé à 2 comtés de là. Le transfert familial avait été falsifié. Il était désormais en sécurité. Après avoir été informé des arrestations, il demanda à voir Luna. Rachel promit de la mener. Le ministère de la Santé a lancé un audit interne des établissements de l'État. La protection des lanceurs d'alerte a été renforcée et l'État a commencé à surveiller l'utilisation de sédatifs dans les établissements de soins de longue durée, sous une surveillance renforcée. Une semaine plus tard, Rachel se tenait de nouveau devant le canapé en velours vert de la salle de jeu de Rosewood Hills. On l'avait retiré du coin et poussé contre le mur, le côté encore déchiré. Elle s'agenouilla à côté. « Je ne sais pas comment tu l'as su, murmura-t-elle à Luna. Mais tu avais raison. Tu as toujours raison. » Luna lécha sa main. De l'autre côté de la pièce, une nouvelle résidente sourit doucement et applaudit en voyant le chien. Et d'un seul coup, j'ai eu l'impression que le bâtiment respirait à nouveau. L'actualité locale n'a pas évolué aussi vite que Rachel Dawson l'espérait. Pendant quelques jours, l'affaire Rosewood Hills a fait la une des journaux. Les journalistes ont interviewé des familles de résidents, d'anciens membres du personnel et même des associations de défense des droits des patients. Et même si Rachel avait toujours préféré travailler en coulisses, on lui a demandé plus d'une fois de parler au nom de l'enquête. Elle a refusé. Ce n'était pas son histoire. C'était celle d'Elisa et de Luna. 10 jours après les arrestations, Rachel retourna à Rosewood Hills,
non pas comme policière, mais comme amie. Quelques résidents étaient encore là, ceux qui n'avaient pas été transférés lors de l'enquête d'urgence. L'endroit avait changé. Le couloir sentait moins le stérile et la salle de loisirs avait quelques nouvelles plantes en pot, un nouveau canapé et, pour la première fois, la lumière du soleil traversait des fenêtres fraîchement nettoyées. Mais ce qui n'avait pas changé, c'était Monsieur Alperne. Il était assis dans son coin habituel, enveloppé dans une couverture, les mains soigneusement jointes sur ses genoux. Lorsqu'il vit Rachel entrer, Luna trottinant à ses côtés, ses yeux s'illuminèrent. « Tu es revenu, dit-il. »« Je te l'avais dit, » répondit Rachel en tirant une chaise. « Comment vas-tu ? » ?»« Ils disent que je pourrais déménager dans un autre endroit, plus proche de ma fille à Buffalo. »« Ça me semble bien. »« Cette vue va me manquer, » dit-il en désignant le jardin par la fenêtre. « Mais les fantômes ne me manqueront pas. » Luna posa doucement sa tête sur son genou, et il rit. Elle se souvient. Elle n'oublie jamais, répondit Rachel. À l'extérieur, Rachel rencontra l'une des nouvelles administratrices, une femme nommée Karen Hall. Elle était sévère mais honnête et travaillait visiblement sans relâche pour réparer les dégâts. Nous sommes en train de tout reconstruire, a-t-elle déclaré. Du système de médication au processus de surveillance, mais le chemin est long. Rachel hocha la tête. Je suis contente que tu essaies. Les gens méritent mieux que ce qu'ils ont eu ici. C'est vrai, acquiesça Karen. Et il n'y a pas que Rosewood. Tu serais étonné de voir combien d'endroits fonctionnent sous le radar. Je ne suis plus choqué, dit Rachel. Je veux juste que les gens m'écoutent. Karen hésita, puis ajouta, nous organisons une cérémonie commémorative la semaine prochaine pour Elisa. Discrète mais respectueuse. Certains membres du personnel qui se souciaient d'elle, mais qui n'étaient pas impliqués dans tout cela, veulent lui dire au revoir. Rachel marqua une pause. J'aimerais venir. Tu devrais. Ce soir-là, Rachel était assise sur sa véranda, regardant le ciel passer de l'orange au lavande. Luna était allongée à ses pieds, les yeux fermés, son corps enfin détendu après des jours de tension intense. Rachel sirotait son thé et ouvrait une lettre. Il provenait de Clara Whitmore, la femme en qui Elisa avait le plus confiance. À l'intérieur se trouvaient des copies de nouveaux formulaires, une plainte officielle déposée auprès du ministère de la Santé, une transcription de la lettre qu'Elisa avait tenté d'envoyer un an plus tôt, et un mot. Elle pensait avoir échoué, mais ce n'était pas le cas. Luna et toi avez veillé à ce qu'elle y parvienne. Rachel plia le papier, le cœur lourd. Puis elle fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit une dernière fois le téléphone jetable. Elle écouta le troisième fichier audio, celui qu'ils avaient gardé pour l'audience. C'était le plus émouvant de tous. La voix d'Elisa, calme mais ferme. Si vous entendez ça, je suis probablement déjà parti. Mais ça veut dire que quelqu'un a trouvé le téléphone. Peut-être quelqu'un avec un badge. Peut-être quelqu'un avec un chien. Si c'est le cas, merci. Merci de nous avoir cru, de vous être soucié de nous, d'avoir vu ce que personne d'autre ne voulait voir. Rachel ferma les yeux et pendant un instant l'air devint calme et paisible. La semaine suivante, Rachel assista à la cérémonie commémorative d'Elisa, accompagnée de Luna. Elle eut lieu dans le jardin de Rosewood Hills, sous les grands sycomores où Elisa avait l'habitude de s'asseoir pour lire aux résidents. Le nouveau personnel avait planté un parterre de lys en son honneur. Une plaque commémorative se trouvait à proximité, à la mémoire d'Elisa Hampton, chercheuse de vérité, amie bien-aimée, jamais oubliée. Clara était là aussi, tenant une petite photo d'Elisa dans sa jeunesse, souriant fort, un badge d'infirmière épinglé fièrement sur sa blouse. Après le service, plusieurs résidents et membres de la famille sont venus caresser Luna. C'est elle qui a tout déclenché, hein, a demandé une femme. Rachel hocha la tête. Elle savait que quelque chose n'allait pas avant nous. Un autre homme, dont la mère était décédée à Rosewood l'année précédente, ajouta doucement, j'ai toujours pensé que ce qui lui était arrivé était naturel, mais maintenant, je n'en suis plus si sûr. Merci pour tout.
Rachel ne savait pas quoi dire. Alors elle s'agenouilla, posa une main sur l'épaule de Luna et laissa parler le silence. Plus tard dans l'après-midi, Rachel a rencontré Cartwright pour prendre un café dans le même restaurant où ils avaient discuté de l'affaire pour la première fois. Cette fois, l'air semblait plus léger. « Tu sais, dit-il, tout cela a commencé parce que ton chien n'aimait pas le canapé. » Rachel rit doucement. Elle est difficile. Cartwright sirota son café. Le bureau du procureur prépare une lettre de félicitations officielle. Il souhaite vous féliciter, vous et Luna, pour votre rôle dans l'enquête. Ce n'est pas nécessaire. Je leur ai dit que tu dirais ça, mais ils le font quand même. Rachel secoua la tête. C'est Elisa qui devrait recevoir le prix. Cartwright se pencha en arrière. Elle le sera à titre posthume. Et nous faisons pression pour que de nouvelles lois de surveillance soient promulguées en son nom. Le projet de loi d'Elisa. Un meilleur suivi des prescriptions de sédatifs et des audits internes dans les maisons de retraite. Rachel baissa les yeux vers Luna. Elle aimerait ça. Elle serait fière de toi et du chien. Luna aboya une fois, juste assez fort pour faire valoir son point de vue. Ils ont tous les deux ri. Alors qu'ils sortaient du restaurant, Cartwright s'arrêta. « Tu as déjà pensé à remettre Luna sur le terrain ?» demanda-t-il. « Elle est à la retraite. Elle l'a mérité. »« Oui, mais peut-être pas à temps plein, juste les choses importantes. Quand les gens ont besoin d'elle. » Rachel réfléchit. « Elle me dit où aller. Je la suis. » Il sourit. « C'est comme ça que ça doit être. » Ce soir-là, Rachel rentra chez elle, la tête de Luna posée sur la console centrale. Elles traversèrent des champs paisibles, des porches illuminés et des rues endormies qui ignoraient à quel point elles avaient failli laisser passer quelque chose d'horrible. Et quelque part, sous le bourdonnement du moteur et le bruissement du vent, Rachel pensait à tous les gens comme Elisa, des gens qui voyaient quelque chose, disaient quelque chose et étaient réduits au silence. Mais cette fois, une voix s'est fait entendre car un chien n'arrêtait pas d'aboyer. 3 mois plus tard, la vie avait repris son cours. Rosewood Hills avait désormais un nouveau nom, Cedar View Care Center. La plupart du personnel avait été remplacé. Le bâtiment avait été repeint, le hall redécoré et un nouveau jardin thérapeutique avait été aménagé à l'arrière. À première vue, l'endroit semblait complètement différent. Mais Rachel Dawson savait que ce n'était pas le cas. Certains bâtiments gardent des souvenirs dans leurs murs, et certains chiens n'oublient jamais l'odeur du mensonge. Luna avait repris ses consultations thérapeutiques. La communauté l'aimait plus que jamais. À l'école primaire locale, les enfants poussaient des cris de joie dès qu'ils la voyaient. Au centre des anciens combattants, elle restait assise pendant des heures aux côtés des vétérans, le regard fatigué, drapeau plié sur les murs. Et à Cedar View, anciennement Rosewood, elle était accueillie en héroïne. Monsieur Alpern avait depuis emménagé chez sa fille, mais il écrivait souvent à Rachel. Dans chaque lettre, il lui demandait comment allait Luna et concluait toujours par « Elle a sauvé plus que des vies. Elle a sauvé notre dignité. » Rachel conservait chaque mot dans une boîte à chaussures marquée « Lettre pour Luna ». Par un chaud samedi après-midi, Rachel reçut une invitation. L'État de New York, en partenariat avec le ministère de la Santé et le bureau du gouverneur, organisait une cérémonie publique pour signer officiellement la loi Elisa, une vaste réforme des soins aux personnes âgées. L'événement devait avoir lieu dans la capitale de l'État, et Rachel et Luna étaient toutes deux invitées. Elles ne s'y attendaient pas honnêtement, elles ne voulaient pas attirer l'attention, mais elles ne pouvaient pas refuser, car ce n'était pas elle qui était en jeu. C'était Elisa qui était en jeu. La cérémonie était simple et respectueuse. Plusieurs familles d'anciens résidents de Rosewood étaient présentes, ainsi que des journalistes, des législateurs et des défenseurs des droits des aînés. Rachel était sur scène en uniforme, tandis que Luna était assise à ses pieds, vêtue d'un gilet de service poli avec un petit liseré argenté. Le gouverneur a parlé de responsabilité et d'intégrité. Une infirmière défenseur a raconté son propre témoignage, elle avait signalé des abus dans un autre établissement et avait été ignorée.
Puis on a demandé à Rachel de dire quelques mots. Elle n'avait rien écrit. Elle ne voulait pas de discours. Elle a simplement parlé avec son cœur. Je suis ici aujourd'hui parce qu'une femme a refusé de se taire et qu'un chien a refusé de détourner le regard. Eliza Hampton a vu quelque chose d'anormal et a tout fait pour y remédier. Même au prix de sa vie. Luna, ma partenaire canine, a suivi son instinct et, ce faisant, a découvert la vérité. Elle s'arrêta et regarda Luna. Parfois, les héros ne portent pas d'uniforme. Parfois, ils ont juste 4 pattes, une queue qui remue et un cœur qui ne lâche rien. Le public s'est levé pour applaudir. Et pour la première fois, Rachel s'est autorisée à ressentir le poids de cette situation. Non seulement la justice, mais aussi la guérison. De retour à la maison ce soir-là, Rachel et Luna se blottirent à nouveau sur le porche. Le soleil baissait derrière les arbres, et l'air était empli du chant des cigales et des oiseaux. Rachel ouvrit son ordinateur portable et commença à rédiger un billet de blog pour le site web du commissariat. Ce n'était pas un devoir. Elle voulait juste le documenter avant que le monde ne l'oublie. Elle lui donna un titre « Le chien qui entendait ce que personne d'autre n'entendait ». Elle a écrit sur le premier moment où Luna a grogné sur ce canapé en velours vert, sur la voix d'Elisa au téléphone, sur le courage silencieux de Monsieur Alpern et sur ce que cela signifiait de se soucier, pas seulement d'accomplir son travail, mais de vraiment prêter attention lorsque quelqu'un essayait de se faire entendre. Elle a terminé son message par une simple phrase. Nous ne pouvons pas changer ce qui s'est passé, mais nous pouvons faire en sorte que cela ne se reproduise plus jamais. Le lendemain matin, Rachel ouvrit sa boîte aux lettres et trouva un colis adressé à l'agent Rachel Dawson et à la chienne Luna. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une photo. On y voyait Elisa souriante, assise sur un banc, un livre à la main. Luna était assise à côté d'elle, la tête sur les genoux. La photo avait dû être prise par Clara des mois avant la mort d'Elisa. Rachel la garda longtemps. Sous la photo se trouvait une phrase écrite sur du papier cartonné. Elle faisait plus confiance au chien qu'à quiconque. Et le chien avait raison. Quelques semaines plus tard, Luna était officiellement retirée de toute mission future. Elle continuait ses tournées, bien sûr, mais plus besoin de fouiller les preuves, plus de perquisitions nocturnes. Rachel a décidé qu'il était temps pour son partenaire de se reposer. Mais Luna ne perdait jamais son acuité. Elle restait vigilante lorsque Rachel bouclait son gilet. Toujours ragaillardie lorsqu'elle passait devant une école, une église ou une maison de retraite. Et parfois, quand l'air devenait froid ou que le vent apportait une odeur étrange, elle s'arrêtait, les oreilles raides, le regard fixé, et Rachel s'arrêtait aussi, car elle savait. Luna écoutait toujours quand les autres ne le faisaient pas, et Luna savait toujours quand quelque chose n'allait pas. Dans les années qui suivirent, l'histoire de Rosewood Hills devint une réalité locale. Elle fut enseignée lors de séminaires de formation des forces de l'ordre, reprise dans les cours d'éthique médicale et citée dans les rapports des organismes de surveillance. Mais pour la plupart des gens, ce n'était qu'un fait divers. Quelque chose de tragique, quelque chose d'important, quelque chose qui s'est produit une fois et qui ne se reproduira plus. Mais Rachel le portait en elle chaque jour, car cela n'arrivait pas qu'une seule fois. Cela se produit par de petites choses, dans des moments de calme, quand on cesse d'y prêter attention. Et ce sont les plus petites choses, un murmure, une lime, un aboiement qui faisaient toute la différence. Alors, à tous ceux qui ont suivi ce parcours avec Luna, du premier grognement sur ce canapé oublié à l'arrestation qui a ébranlé un système, jusqu'au projet de loi qui protège désormais les sans-voix, merci. Merci de votre écoute, de votre présence, de votre attention. Et avant de terminer, nous aimerions vous poser une question importante. Si un chien aboyait sur quelque chose que vous ne voyez pas, regarderiez-vous à 2 fois? Et si quelqu'un vous murmurait la vérité, seriez-vous celui qui l'entendrait?